Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit point hardware comme la dernière fois. On va faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé d'intéressant à mon avis ces dernières semaines. Et du coup, on y va, c'est parti. Alors on commence avec AMD qui nous indique qu'il y aura plus de cartes Navi 21 sur le premier quart de 2021. AMD nous avait déjà dit la même chose il y a quelques mois, qu'il y aurait des cartes de disponibles en fin d'année, et on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc qu'il y ait des cartes qui arrivent en petite quantité, ça je veux bien le croire, par contre qu'on ait vraiment beaucoup de cartes, ça me paraît compliqué. Bon, alors après, il est toujours rassurant malgré tout qu'ils continuent à produire des cartes de référence en vente sur leur site au tarif normal, puisque dans ce qu'on voit dernièrement, les partenaires, même les modèles de référence, ils les vendent à un prix vraiment élevé. Donc, il faut espérer que ça continue dans ce sens-là. Sinon, plus général sur la situation française, on a vu quelques drops de Founder Edition chez LDLC, donc pour les RTX de Nvidia cette semaine, on en a eu un lundi, et on en a eu un la semaine d'avant, ou la semaine d'encore avant, je sais plus. C'était il y a 2 semaines il me semble, où on a eu un peu toutes les cartes. Lundi on a eu de la 3070, 80 et 90, et sur le drop précédent c'était 60 Ti et 90. Bon alors un drop un lundi après-midi comme ça, en tout début d'après-midi, ça s'était jamais vraiment vu, mais comme quoi c'est possible. Donc encore une fois, je vous renvoie vers les sites Discord d'alerte et tout ça, pour pouvoir avoir la meilleure chance d'obtenir une carte graphique à un prix correct. Là aussi, encore une fois, heureusement qu'NVIDIA continue à approvisionner le marché de temps en temps avec des modèles Founder Edition, puisque les modèles custom, par contre, en ce moment, les prix sont vraiment très hauts. Ces discounts, les prix ont grimpé également, je trouve. C'est beaucoup moins intéressant qu'il y a quelques semaines. Chez Rue du Commerce, ça dépend des drops. Il y a parfois des cartes ou des références à des prix plutôt bons, au final. Et parfois on a d'autres modèles qui sont clairement surtaxés, donc c'est un peu la loterie. Pour ce qui est des drops chez Rue du Commerce, on peut en avoir soit très tôt le matin, soit en début de soirée, donc c'est vraiment hyper aléatoire. Et ces discounts, c'est encore pire je trouve, là c'est vraiment la carte, dès qu'elle rentre en stock à mon avis, c'est balancé sur le site. Donc on n'a pas d'effet de gros drop avec plusieurs cartes de disponibles d'un coup comme c'est le cas chez Rue du Commerce. Bon alors après, avis perso, je pense pas que ça s'améliore beaucoup dans le temps, on va continuer de galérer pendant des mois à mon avis, et j'ai quand même bien l'impression que cette génération de GPU et de processeurs d'un certain côté, ça sera un peu la génération sacrifiée où on aura eu très peu de stock au final et clairement pas assez pour tout le monde, en espérant que ça s'améliore quand même vers la fin de l'année, même si encore une fois ça va être compliqué en fin d'année avec le rush pour tout ce qui est console et compagnie. En restant chez AMD, autre news ici chez Tech Power Up, et sur d'autres sources aussi, on voit qu'apparemment AMD prévoit de faire quelques puces également chez Samsung. Il faut savoir qu'actuellement déjà AMD produit des puces chez TSMC principalement pour tout ce qui est les gros GPU et CPU, mais il y a aussi une partie de la production qui passe chez GlobalFoundries, et donc apparemment ils vont rajouter Samsung à leur arsenal. Alors ça ne veut pas dire qu'AMD va commencer à produire ses GPU et ses CPU chez Samsung, ils ont un gros partenariat avec TSMC, c'est juste qu'actuellement, pour tout ce qui est 7 nanomètres, et le futur 5 nanomètres, c'est très compliqué chez TSMC puisque tout le monde se bat pour avoir des lignes de production. Le 7 nanomètres actuel est quand même extrêmement occupé par tout ce qui est console actuellement, donc la PS5 et la Xbox, et c'est un peu ça qui pose souci chez AMD. Au niveau des processeurs, là c'est pareil, après faut bien garder à l'esprit que pour l'instant, pour AMD c'est plus intéressant pour lui de produire les APU pour les consoles, puisqu'il est sous contrat avec Sony et Microsoft, et à mon avis il devait y avoir des quantités prévues dans les contrats, et à mon avis AMD va continuer à les servir autant que possible en priorité. Sinon pour tout ce qui est approvisionnement pour AMD même, donc pour tout ce qui est processeur et GPU, là c'est pareil, AMD met principalement en avant la production de processeurs. Pourquoi parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Les puces sont plus petites, plus compactes et plus simples à produire que les puces pour GPU. Donc AMD en fait beaucoup plus par wafer qu'il n'en fait de GPU, du coup c'est beaucoup plus rentable de vendre des processeurs. Donc ce qui est un peu embêtant du coup, c'est qu'avec les GPU, c'est un peu la dernière roue du carrosse actuellement. Donc bon, pour AMD ça va encore être compliqué,
même si ce move d'envoyer une partie de la production de certaines puces chez Samsung, c'est plutôt une bonne chose, autant ça va pas changer la production de processeurs ou de cartes graphiques du tout. Ce qu'AMD fabrique ailleurs que chez TSMC, c'est tout ce qui est le IO die, donc c'est un peu sur les Ryzen, vous avez le corps, enfin les corps processeurs entre guillemets, qui sont reliés à ce qu'on appelle un IO die qui fait un peu les entrées-sorties du processeur, et lui n'est pas produit avec la même finesse de gravure que les autres puces. Donc ici on était encore avec une production qui était chez GlobalFoundries en 12 nanomètres. Après on sait aussi qu'AMD a pour objectif de faire ses GPU aussi en MCM, donc en techno plutôt similaire au Ryzen. Donc ce serait pas déconnant peut-être qu'ils produisent une partie de cette puce chez Samsung par exemple. Mais bon, on sait pas trop. AMD est de toute façon déjà en partenariat avec Samsung pour la production de chips graphiques pour les processeurs pour mobiles de Samsung. Et je pense que Samsung est toujours content d'accueillir de nouveaux clients, puisque ce ne sont pas les plus populaires dans l'activité fonderie. Actuellement, hein, c'est toujours TSMC qui est devant tout le monde. Et au plus Samsung a de clients, au plus c'est rentable pour eux, puisque c'est une activité qui coûte très cher. Et au plus ils ont de clients et de diversification, ça leur permet d'améliorer leur procédé de fabrication aussi. Après, il faut pas oublier que AMD a racheté récemment Xilinx, un fabricant de FPGA, et ce serait peut-être aussi pour ça qu'ils prévoient de fabriquer des puces chez Samsung, pourquoi pas pour la production de FPGA, vu que actuellement c'est complètement bouché chez TSMC. Donc c'est pas déconnant qu'AMD se diversifie à ce niveau-là. Toujours chez AMD, on entend un peu parler de la 6700 XT, donc ils ont montré le logo, tout ça, bon on savait que la carte arrivait. Au niveau des performances, à mon avis, comme j'avais dit précédemment, il faudra probablement s'attendre à des performances qui se situeront entre la future 3060 et la 3060 Ti chez Nvidia. Après il faut espérer qu'AMD soit plutôt agressif au niveau des tarifs, ça fait plutôt plaisir, mais je pense pas qu'ils le seront, puisqu'ils l'ont pas été jusqu'ici sur les autres modèles de la gamme. Mais du coup, une carte avec 12 Go de RAM, tout comme la 3060, puisque à la base, souvenez-vous, normalement, la 3060 était prévue avec 6 Go de RAM, mais c'est bien parce qu'Nvidia est au courant qu'AMD va débarquer avec cette 6700 XT à 12 Go, qu'ils ont du coup passé leur 3060 à 16 Go également, 12 Go également. Donc sortie apparemment prévue selon un représentant d'AMD, pourquoi pas premier quart de 2021, donc à mon avis, faut quand même pas l'attendre avant mars-avril, dans le meilleur des cas. Et du coup, en parlant de 3060, on a vu dernièrement quelques tarifs apparaître à droite à gauche pour la 3060, et c'est pas terrible. Les prix sont très proches des prix de la 3060 Ti au final. Normalement, la carte est censée coûter 330 $, force est de constater qu'on n'y est pas du tout. Là, par exemple, vous avez une liste un petit peu de prix en Angleterre. Bon, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on est censé avoir. Après, ce qui est encore plus dommageable, c'est que pour la 3060, il n'y aura pas de modèle Founder Edition, donc du coup, il n'y a que chez les partenaires qu'on pourra trouver des cartes, et les partenaires vont pas trop se gêner pour mettre les prix qu'ils ont envie de mettre, et ils n'ont pas vraiment de raison de casser les prix actuellement, vu que de toute façon, tout risque de se vendre. D'autant plus que si on prend cette news ici, alors apparemment la 3060 en GPU mobile, mais apparemment c'est la même puce que le GA106 qui va équiper les 3060 de bureau, apparemment, ces cartes-là seraient plutôt performantes en minage de crypto-monnaie. Puisqu'apparemment, la carte arriverait à miner à peu près 50 MHz pour une consommation plutôt restreinte. Donc au niveau efficacité, c'est un peu ce qu'on retrouve avec les 3060 Ti, les 3070, évidemment avec un score un petit peu plus bas en performance brute, mais au niveau de la consommation, ce serait vraiment très bon également. Donc à mon avis, les 3060 tout court, elles risquent de partir en grande partie chez les mineurs aussi, qui vont se les arracher tout simplement, parce qu'apparemment ce serait aussi efficace que les 5700 XT, et les 5700 XT, si vous n'étiez pas au courant, ce sont de très bonnes cartes pour miner également, et les performances seraient similaires à ces 3060 là. Donc les 5700 XT en occasion actuellement, je sais pas si vous avez jeté un œil là-dessus dernièrement, c'est à peu près 500 balles, donc voilà. À mon avis, les 3060 normales, même à 400-450 balles, ça va partir comme des petits pains. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors toujours chez Nvidia, on a vu apparemment passer des benchmarks, entre guillemets, de la 3080 Ti 20 Go. Alors, est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est réel? J'en sais rien. Toujours est-il qu'au niveau des performances annoncées ou des specs de la carte, c'est plus ou moins ce qu'on attendait. Après, il n'y a pas non plus de miracle, En gros, la 3080 Ti
ne serait ni plus ni moins qu'une 3090 avec un peu moins de RAM et un bus mémoire un peu plus petit. Ce qui, dans les grandes lignes, nous donnerait les performances de la 3090. Il faut pas s'attendre à un écart de performance énorme. Déjà, entre la 3080 et la 3090, 10-15% en 4K dans le meilleur des cas. En dessous de la 4K, c'était plus 10-7%. Donc la 3080 Ti, elle va se sandwicher un petit peu entre les deux, mais plus proche de la 3090. Donc faire des faux benchmarks à ce niveau-là, c'est pas non plus compliqué. On sait à quoi s'attendre de toute façon. Donc malgré tout, il y a quelques résultats sur VideoCards. Par contre, au niveau du tarif, si on est vraiment à ce niveau de performance-là, et si ces specs-là restent bien, puisqu'il y a d'autres specs qui sont en discussion, personnellement, j'ai un peu de mal à la voir arriver à 1000 balles. Si elle est vraiment très proche de la 3090, pourquoi la vendre 1000 balles quand la 3090 est à 1500 et plus? Alors certes, la 3080 Ti, c'est pour arriver en face de la 6900 XT, mais au final, la 6900 XT est moins puissante en 4K, moins puissante en ray tracing, n'a pas d'équivalent de DLSS pour l'instant. Du coup, pourquoi brader cette 3080 Ti qui en plus a plus de RAM? Aucun intérêt à mon avis, moi je la vois plus dans les 1200, 1300 balles qu'à 1000 balles. Après, faut pas oublier non plus que normalement cette carte a été repoussée indéfiniment, donc on sait pas trop quand elle sortirait. Aux dernières rumeurs, c'était possible à un lancement cet été, mais si c'est le cas, on s'approche quand même grandement de la prochaine génération de cartes graphiques. Du coup, est-ce que c'est intéressant de claquer 1000 balles dans une carte graphique un an après la sortie des autres, et probablement plutôt proche de l'arrivée des générations suivantes? Moi, perso, je trouve pas ça très intéressant. Surtout qu'on en reparlera après, justement, avec les dernières rumeurs sur les prochaines cartes graphiques. Toujours chez Nvidia, une news également chez Cocottland où apparemment l'implantation du DLSS 2.0 dans l'Unreal Engine 4.26 serait beaucoup plus aisée qu'auparavant. Donc Nvidia apparemment fait le forcing pour foutre du DLSS partout, et quelque part c'est tant mieux. C'est quand même des performances gratuites entre guillemets pour la plupart des cartes, et même des cartes qui sont incapables de faire tourner certains jeux à certaines résolutions. Avec le DLSS, ça va quand même beaucoup mieux. A mon avis, pour l'Unreal Engine 5, ce sera la même chose, ça devrait être plus ou moins intégré au moteur, du coup ce serait une feature qui sera appelée à se développer de plus en plus. Et c'est encore une fois une très bonne chose. Après, on sait que le DLSS, selon le titre, c'est plus ou moins bien foutu, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment sympa. Autre news, ici au niveau des CPU, le comptoir du hardware nous a mis un petit peu les parts de marché qu'il y aurait actuellement entre Intel et AMD au niveau des processeurs, et on voit qu'AMD continue de progresser petit à petit au niveau des parts de marché. On était à peu près à 10% en 2018, et là actuellement on est à plus de 21%. Donc, il y a quand même une belle progression en quelques années. À mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que là, ce qui met un peu le frein actuellement, c'est la pénurie de pièces, tout simplement. Et on voit que même côté serveur, il y a une progression notable petit à petit, et au niveau des portables aussi. Donc, c'est vraiment encourageant à ce niveau-là, parce que percer dans le milieu des serveurs, c'est quand même assez compliqué, c'est des demandes bien spécifiques, et changer un parc de serveurs, c'est pas la même chose que de changer son PC à la maison. Donc, bonne marge de progression, même au niveau des portables, on voit que l'intérêt commence à grandir de plus en plus pour AMD, donc c'est pas mal. Après, on verra comment ça évoluera, en espérant évidemment que la pénurie s'améliore un petit peu, puisque là, on observe sur la dernière partie de 2020 une légère baisse par rapport au troisième quart de 2020, évidemment due à la pénurie de pièces actuelle. En parlant de pénurie de pièces, une autre news sur le comptoir du hardware, sur la RAM ce coup-ci, alors j'en ai parlé justement hier dans ma vidéo sur la RAM, et bien on voit clairement que les prix de la RAM, de la DDR3 et de la DDR4 sont en train de regrimper. Donc les tarifs qu'on avait connus dernièrement, principalement en fin d'été, septembre, octobre et tout ça, comme je le disais hier, c'est un peu le dernier moment où on va avoir des prix corrects au niveau de la RAM. Déjà là, je trouvais que ces dernières semaines, c'était déjà en train de remonter, mais là, clairement, on voit que c'est le cas, et à mon avis, si vous êtes en train de faire une config, ou si vous prévoyez d'acheter de la RAM prochainement, il serait peut-être pas inintéressant d'investir le plus vite possible, plutôt que d'attendre, puisque les prix ne vont pas rebaisser. Pourquoi est-ce que les prix grimpent? On a amorcé la transition vers la DDR5, tout simplement, donc la production de DDR4, et aussi de DDR3 qui est encore plus vieille, sont amenées à être de moins en moins importantes, du coup ça amène forcément une montée des prix. Donc bref, si vous avez besoin de RAM, allez-y, c'est le moment, parce qu'après ça risque de grimper en flèche,
et même en regardant chez les différents vendeurs, j'ai remarqué quand même qu'il y avait quelques références qui ont tendance à disparaître. Donc si on arrive aussi à une situation pénurie sur la RAM, ça va faire mal également. On n'y est pas encore, mais j'espère que ça restera relativement disponible. Autre news au niveau des boîtiers, alors j'en parle rarement, il y a eu toute une affaire avec les boîtiers NZXT H1 qui prenaient feu, mis en avant par Gamer Nexus dernièrement. Alors ce qui se passait en fait, c'est au niveau du riser, il y avait un faux contact quelque part qui était mis en avant avec la vis, une des vis dans les risers, qui fait que ça avait un risque de prendre feu. Alors même si c'était un risque plutôt modéré dans l'absolu, ça restait quand même un risque probable plus important que ce qu'on a normalement dans le matos informatique. Ça ne devrait pas être possible. Donc le design n'était pas terrible à ce niveau-là, apparemment il y avait des vis qui perçaient directement à travers le PCB du riser, ce qui était un peu dégueulasse. Dans un premier temps, ils ont essayé de fixer le problème avec des vis en nylon. Bon, alors l'idée était pas mauvaise, sauf que les vis étaient apparemment foutues un peu dedans à l'arrache, et que ça avait un risque de les casser, donc ils en fournissaient plusieurs avec le nouveau riser, mais bon, c'était toujours pas terrible dans l'absolu, et ça résout pas le problème non plus complètement. Du coup, là, ils font un rappel total de ce boîtier-là. Donc si vous êtes équipé de ce type de boîtier, essayez de voir avec NZXT ce qu'il est possible de faire. Je sais pas s'ils vont juste faire un changement au niveau du riser pour vous, en espérant que ça se fasse vite, parce qu'apparemment, jusqu'ici, c'était un peu, ils traînaient un petit peu la patte à ce niveau-là. Donc, rapprochez-vous d'NZXT si vous avez un H1. En dehors de ça, ce boîtier était plutôt sympa au niveau de son design, mais bon, là, apparemment, s'il y a un risque d'incendie, il faut quand même faire attention. Autre news un peu plus réjouissante, Intel a commencé les livraisons de sa carte graphique DG1. Donc le DG1, c'est la première carte graphique d'Intel depuis l'Intel i740, il me semble, à l'époque des TNT, TNT2 et compagnie. Donc ça remonte à loin pour Intel, qui ne faisait plus que des GPU intégrés avec les processeurs depuis. Donc là, c'est un retour sur le marché, et ça, c'est une première étape. Ils ont aussi présenté une autre puce qui est plus destiné au serveur pour du compute pur, et donc c'était une puce en MCM, donc en multi-chip design, un peu comme ce qu'AMD est en train de préparer, et également Nvidia. Donc on pourrait dire quelque part qu'Intel, au niveau ingénierie à ce niveau-là, a une petite avance sur le MCM, vu que la puce pour serveur est censée arriver un peu plus tôt que chez les concurrents. Alors après ce DG1, pour nous gamers, bon ça sert pas à grand chose, c'est une puce bas de gamme, qui devrait pouvoir quand même malgré tout faire tourner quelques jeux de façon correcte, des trucs anciens, mais faut pas s'attendre à ce que ce soit un foudre de guerre. Malgré tout, Intel prévoit aussi un DG2, donc le DG2 qui serait là la puce pour les joueurs sur PC de bureau, et cette puce DG2, elle a connu quelques modifications dernièrement, puisque les rumeurs qu'on avait depuis quelques années, c'est que ce DG2 était censé avoir des performances proches des 2070-2080 dans ces eaux-là, sauf que c'était prévu pour l'année dernière, et ils ont jamais vraiment réussi apparemment à faire quelque chose de satisfaisant. Au niveau des performances, c'était pas mal, mais par contre au niveau de la chauffe et de la consommation, c'était n'importe quoi. Donc du coup, ce design-là apparemment serait passé à la trappe, tout simplement, et depuis, il se focus plus sur une nouvelle architecture, qui apparemment serait hyper efficace en ray tracing aux dernières rumeurs. Alors après, il faut prendre ça avec d'énormes pincettes, mais de ce que l'on entend à ce niveau-là, ce serait quand même particulièrement efficace en ray tracing. Par contre, au niveau de la rasterisation, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc on verra bien, c'est prévu pour dans quelques mois. On espère en apprendre plus assez rapidement. Encore une fois, c'est quand même hyper intéressant de voir un troisième acteur arriver sur le marché des GPU. Clairement, on voit qu'en ce moment, ça ferait pas de mal. Alors en continuant un peu sur tout ce qui est GPU du futur, aux dernières nouvelles, principalement sur RDNA 3. Alors j'en ai déjà parlé sur ma vidéo précédente. Apparemment, AMD aurait en target, donc en performance target, c'est un peu ce qu'on appelle la lettre d'intention, entre guillemets, AMD serait en train de viser 2,5 fois les performances d'RDNA 2 pour RDNA 3. Donc ça voudrait dire potentiellement des cartes beaucoup plus puissantes que la génération actuelle. Alors pour y arriver, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, AMD passerait sur le 5 nanomètres au lieu du 7 nanomètres, qu'il utilise depuis RDNA 1. Et on a déjà vu qu'entre RDNA 1 et RDNA 2, malgré le fait que ce soit la même finesse de gravure, les performances sont largement supérieures, c'était du x2. Donc il y a l'amélioration de la finesse de gravure, il y a aussi augmentation des fréquences probablement, il y a aussi des améliorations au niveau du traitement de la géométrie au sein du GPU, et on sait que c'est en gros ce qui est un peu amorcé avec le GPU de la PS5, qui a une façon de traiter la géométrie d'une façon différente du RDNA 2 que l'on a sur PC ou sur Xbox. Donc à ce niveau-là, la PS5 avait quelques avances sur certains points sur le RDNA 2 que l'on a actuellement. Alors évidemment sur le RDNA 3 ce sera encore
différent, mais ce sera probablement inspiré du boulot qu'ils avaient fait avec Sony. Alors ensuite, la puce devrait effectivement être produite en MCM, donc en multi-chip design, un peu comme ce qu'ils font avec les Ryzen, donc c'est-à-dire faire plusieurs petites puces et de les coller ensemble. Aux dernières nouvelles, c'était 2 puces de 80 CU, donc ce serait par exemple l'équivalent de 2 6900 XT assemblés ensemble pour nous donner des performances apparemment incroyables. Alors après, autant au niveau hardware, je ne doute pas qu'AMD soit en capacité de produire quelque chose comme ça. Par contre, là où ça risque de coincer, c'est au niveau software. On sait très bien qu'au niveau du multi-GPU, dernièrement ça a été un peu abandonné, donc au niveau driver et compagnie, il faudra qu'ils réussissent à faire en sorte que ces deux puces collées, entre guillemets, soient reconnues comme un seul et même GPU. Et à ce niveau-là, ben, ça sera peut-être un peu plus compliqué qu'avec les processeurs, où dans l'ensemble, l'implémentation était pas si différente que le multiprocesseur, quand on avait par exemple 2 processeurs sur un même carte mère à l'époque. Alors après, hein, on peut tout à fait être surpris, AMD peut tout à fait réussir à produire ce genre de choses, hein, mais alors après, ce sera surtout au niveau du software que je m'inquiète à ce niveau-là. Alors après, on note, hein, AMD dernièrement fait des mises à jour de ses drivers beaucoup plus régulièrement, un peu comme ce que fait Nvidia à chaque grosse sortie de titre PC. On voit apparaître des drivers dédiés à ce jeu-là quasiment systématiquement, comme dernièrement, on a eu des drivers par exemple pour The Medium, il me semble. Donc bon, faut pas oublier, hein, AMD est une société plutôt rentable actuellement, hein, c'est plus du tout le AMD qu'il y avait il y a encore quelques années. Depuis l'arrivée de Ryzen, ça va quand même beaucoup mieux dans l'ensemble, et on voit que ce soit au niveau des processeurs et des GPU, ils ont quand même de très bons techniciens, et ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, au niveau du ray tracing, on entend aussi qu'apparemment AMD rattraperait son retard sur Nvidia à ce niveau-là, mais encore mieux que ça, AMD serait apparemment au niveau de ce qu'Nvidia prévoirait de faire sur leur prochaine génération de RTX. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'AMD soit revenu dans la course complètement par rapport à Nvidia en performance brute tout comme en ray tracing, qui serait quand même une bonne nouvelle au final. La seule inconnue chez AMD, c'est l'équivalent du DLSS, donc un upscaling. On n'a pas vraiment de nouvelles depuis l'annonce de la technologie en elle-même il y a quelques mois. On avait entendu dire que ça arriverait en même temps que les 6700 XT, alors on verra bien si ce sera effectivement le cas quand les 6700 XT arriveront. Après, ce serait pas déconnant et ce serait plutôt bien vu d'apporter cette technologie-là au moment de la sortie des 6700 XT qui sont du coup moins puissantes que leurs grandes sœurs. Puisque bon, effectivement AMD a du retard en ray tracing, mais je dirais que c'est double peine vu qu'ils n'ont pas de DLSS. Je veux dire, chez Nvidia, le ray tracing ça fonctionne mieux, mais s'il n'y avait pas le DLSS, ce serait vraiment compliqué aussi. Lancer un jeu en 4K, enfin genre Cyberpunk en 4K sur votre 3090 avec le ray tracing activé sans DLSS, c'est quand même pas la joie. Donc ça aiderait quand même fortement AMD d'avoir quelque chose de similaire. Du coup, en parlant de DLSS et d'NVIDIA, Nvidia apparemment serait en train de faire un gros focus au niveau du DLSS, ce qu'on a vu sur la news précédente, mais ce serait aussi en prévision de leur future architecture, donc Lovelace, dont on a entendu parler il y a quelques temps. Alors Lovelace, c'est un peu une architecture qui est lancée à la va-vite entre guillemets entre deux, secours puisque apparemment Hopper qui était prévu à la base en multi-chip aurait été repoussé. Alors est-ce qu'NVIDIA a des problèmes sur ce type d'implantation? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à ce niveau-là, ils ont moins d'expérience qu'AMD également, puisqu'AMD bosse sur ce type d'architecture depuis l'arrivée des Ryzen de première génération. Donc tout il que dernièrement, on avait entendu dire du coup que ce Lovelace serait gravé en 5 nanomètres, soit chez Samsung, soit chez TSMC, ce qui est quand même une différence notable, le 5 nanomètres Samsung équivaut plus au 7 nanomètres TSMC, tandis que le 5 nanomètres TSMC est évidemment plus performant que celui de Samsung du coup. On avait aussi entendu dire qu'NVIDIA augmenterait énormément le nombre de culs d'accord sur cette nouvelle architecture, donc on entendait 70% d'augmentation, ce qui est tout à fait possible. Alors après, 70% d'augmentation du nombre de culs d'accord, ça ne veut pas dire 70% de performance en plus. À part évidemment si Nvidia retravaille l'architecture en elle-même par rapport à Ampère, là on pourra avoir des gains plus intéressants. Mais alors est-ce qu'ils auront le temps de faire ça? Ça reste à voir. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que pour cette prochaine architecture d'Nvidia, on peut s'attendre à une belle augmentation de la puissance brute et également des performances en ray tracing, mais aussi un gros focus sur le DLSS, peut-être parce qu'ils s'attendent à être un peu moins performants qu'AMD au final. C'est possible si AMD tient ses promesses. Si on extrapole un petit peu, la 3 a quand même l'air d'être plus costaud. Mais bon, on est encore très loin, tout ça c'est à prendre avec des grosses pincettes. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu comment les deux évoluent et comment ils s'arment pour la prochaine génération. Et encore une fois, ça me fait rappeler que la génération actuelle, même si elle était
bien meilleure que la génération de Turing et des 5700 XT chez AMD, ben, c'est aussi principalement parce que Turing était quand même pas terrible. Il n'y avait pas d'augmentation en performance brute par rapport à la génération 1000 chez Nvidia, par contre les prix, eux, avaient bien augmenté. Et donc on voit hein, qu'avec un retour de la concurrence, ça se bouscule un petit peu plus. Comme je le dis souvent, acheter des 6900 XT ou des 3090, vous faites ce que vous voulez, mais il faudra quand même s'attendre à ce que les prix se fassent massacrer le jour où on avant que vraiment les prochaines générations qui arrivent vont éclater complètement les générations actuelles, ce qui est clairement pas impossible du tout si on part sur ces rumeurs que l'on entend dernièrement. Actuellement, avoir des cartes haut de gamme type 1080 Ti avec la longévité de la 1080 Ti n'y est pas du tout. Hein. Il y a clairement une accélération, sans compter que sur la génération actuelle, que ce soit chez Nvidia ou AMD, je m'attends quand même moi personnellement à ce qu'on ait une forte augmentation des performances en ray tracing sur les prochaines générations de cartes. Donc ceux qui pensent acheter, faire une bonne affaire avec une 3090 en se disant je vais la garder 5 ans, à mon avis, c'est pas le bon calcul. Il n'y a pas à remonter loin, hein. L'épisode 2080 Ti, je l'ai vécu moi-même, je m'en étais débarrassé quand elle valait encore un prix relativement proche de son prix normal, donc avant l'annonce des 3080 et 3070, préparez-vous à la revendre au bon moment si vous voulez vraiment acheter une 3090, ça va décoter sévère. Surtout que je trouve que la situation est encore pire que sur la série 2000, autant on avait quand même une belle différence de performance entre la 2080 et la 2080 Ti, autant entre la 3080 et la 3090, en dehors de la RAM en plus, il n'y a pas énormément de différence au final sur les performances, à part dans des cas très extrêmes. Donc bon, hein, vous faites ce que vous voulez, moi je ne fais que relayer ce que j'entends à droite à gauche et ce que je pressens de ce qui va se passer sur le marché des GPU dans les années qui arrivent. Et clairement, moi je table plus sur une augmentation du nombre d'architectures, des innovations au niveau des architectures, puisqu'on se dirige plus vers des modèles à la Ryzen, que des évolutions pépères comme on a eu depuis quelques années. Enfin bref, voilà un petit peu hein, ce que j'avais à dire au niveau du matos dans l'ensemble des 2 dernières semaines en gros. Hein. J'espère que ça vous a apporté des infos intéressantes. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires si vous avez des choses à dire, et n'hésitez pas aussi à venir me voir en stream si vous avez des questions, je suis toujours content d'y répondre. Et encore une fois, un gros merci à tous les petits nouveaux qui arrivent, ça fait toujours super plaisir. Vous êtes tous les bienvenus. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, des bisous, salut!